ChatGPT, c'est magique. Wow, une IA a été capable de passer son examen du barreau haut la main. Je crois que c'est l'IA qui va dépister les fausses nouvelles à l'avenir. Je vois pas de problème à créer des vidéos avec l'intelligence artificielle, en tout cas. Je fais toutes mes recherches avec l'IA. C'est super fiable. Depuis la fin de 2022, avec le lancement de ChatGPT par OpenAI, nous avons assisté à une véritable révolution dans la création automatisée des contenus. Désormais, le langage n'est plus l'apanage des humains. Des intelligences artificielles génératives, comme ChatGPT, Gemini et Midjourney, sont désormais capables de générer des textes, des images et même des vidéos à partir de simples requêtes. Ces intelligences artificielles génératives ont vite été adoptées pour composer des courriels, rédiger des rapports, synthétiser des données ou même créer des œuvres d'art numériques. Cependant, ces innovations technologiques ne sont pas sans risque, car elles sont aussi utilisées pour générer des fausses nouvelles, propager des informations erronées et produire des contenus non sourcés. Il est donc crucial d'en comprendre les dérives potentielles. Bonjour, ici Ève Baudin et bienvenue au Détecteur de rumeurs. Dans cet épisode, nous allons déboulonner certains mythes qui circulent autour des intelligences artificielles génératives, les IAG, explorer la manière dont ces systèmes fonctionnent et discuter des implications pour notre rapport à l'information avec ma collègue Kathleen Couillard, qui est journaliste scientifique chez Science Presse. Salut Kathleen. Allô Ève. Alors, Kathleen, le sujet des IAG est large. Qu'est-ce que tu vas nous proposer aujourd'hui? Bien, je vous propose d'explorer le sujet pour mieux comprendre où on en est maintenant, 2 ans après le lancement de ChatGPT, et de mieux comprendre en quoi ces nouveaux outils peuvent collaborer à la désinformation. Donc, un épisode Intelligence artificielle générative 101. Peut-être qu'on pourrait d'abord rappeler tout ce que ces outils peuvent faire. Oui, les intelligences artificielles génératives, ou IAG, comme tu as mentionné, sont des systèmes d'intelligence artificielle qui sont capables de créer de nouveaux contenus comme des textes, des images, à partir de données. Elles sont capables aussi de créer des voix. D'ailleurs, celles que vous avez entendues en début d'épisode ont été créées avec le logiciel Eleven Labs. Oui, et on peut même créer des vidéos à partir de modèles entraînés sur des données. C'est important de comprendre que lorsqu'une IAG comme ChatGPT crée du texte, par exemple, elle ne comprend pas vraiment ce qu'elle écrit. Elle utilise des probabilités pour deviner quel mot ou suite de mots est le plus probable après celui qui précède. Tout ça en se basant sur les données d'entraînement. Oui, pour produire du contenu, l'intelligence artificielle calcule des statistiques et des corrélations entre les mots, les phrases ou les images qui sont dans ces données d'entraînement, plutôt que d'essayer de comprendre ou de raisonner comme le ferait un être humain. Ce sont des outils qui sont impressionnants, mais ils ne sont pas parfaits, on va le voir plus tard. Pourtant, certains acteurs de l'industrie ont plutôt tendance à exagérer les capacités réelles des technologies qui existent. Par exemple, on a déjà dit que ChatGPT avait une intelligence équivalente à celle d'un enfant de 6-7 ans. On a aussi comparé ses fonctionnalités à de la magie. Oui, on exagère souvent quand on compare une intelligence artificielle à l'intelligence humaine. Un autre bon exemple, c'est en 2023, OpenAI, qui est la compagnie derrière ChatGPT, a déclaré que GPT-4 se serait classé au 90e percentile pour son score à l'examen du barreau des États-Unis. Le problème, c'est que les résultats comme ceux-là, ils sont premièrement, rarement reproductibles, mais surtout, on a tendance un peu à les manipuler pour les rendre plus impressionnants. Dans le cas de l'examen du barreau, GPT-4 avait été comparé à une cohorte d'étudiants qui avaient repris l'examen suite à un échec. Et donc, des étudiants qui avaient une note inférieure à la moyenne en général. Mais lorsqu'un scientifique a comparé les résultats de GPT-4 avec ceux d'élèves qui ont passé l'examen du premier coup, ils se classaient plutôt au 48e percentile. Donc, ça veut dire qu'il y avait des meilleurs résultats que 48% des gens. C'est quand même bien, mais on avait encore une fois exagéré ces résultats, comme tu disais. Est-ce qu'on pense que l'IAG pourrait évoluer beaucoup dans les années à venir? Selon des experts de l'intelligence artificielle comme le psychologue américain Gary Marcus, les grands modèles de langage comme ChatGPT ont probablement déjà atteint leur efficacité maximale. D'ailleurs, depuis la sortie de GPT-4, il y a eu très peu d'améliorations dans le domaine. On retient donc qu'il faut prendre les affirmations des gens de l'industrie avec un grain de sel. Surtout quand on sait que l'industrie a tendance à oublier de mettre en lumière certains problèmes préoccupants, comme celui des informations erronées qui sont produites par les IAG. On connaît maintenant plusieurs exemples d'erreurs qui sont commises avec l'IA.
Oui, par exemple, il y a un avocat de New York qui a utilisé un robot conversationnel pour sa recherche et lorsqu'il s'est retrouvé devant le juge, il a présenté des exemples de jugements qui n'existaient pas. Donc, c'est un petit problème, effectivement. Ou un chercheur en mathématiques a demandé au robot de lui trouver des références relatives à un problème sur lequel il travaillait et il s'est retrouvé lui aussi avec des références fictives. Mais il faut dire que les concepteurs d'agents conversationnels ont tous admis que leur création avait tendance à dire des faussetés ou, dans le langage des informaticiens, à halluciner. Oui, c'est ça. J'aime bien comment le mot « halluciner » semble meilleur que de produire des erreurs. Pourtant, elles inventent effectivement des choses et y agissent. Pourquoi? Bien, comme on l'a mentionné tout à l'heure, pour entraîner une intelligence artificielle, on utilise d'immenses bases de données. Et c'est grâce à ça que l'intelligence artificielle peut prédire en une fraction de seconde la séquence de mots la plus probable. Mais le problème, c'est que l'intelligence artificielle ne comprend pas ce qui est vrai de ce qui est faux. Elle fonctionne uniquement en termes de probabilité. Donc, c'est pour ça qu'elle va inventer des faits à l'occasion si ce n'est pas dans sa banque de données d'entraînement. Parce que le but d'un agent conversationnel, c'est de produire la conversation la plus naturelle possible. Et donc, c'est bien important de se rappeler qu'en suivant des probabilités plutôt qu'une véritable logique, les IAG peuvent produire des erreurs comme les fameuses hallucinations. On parle de citations fictives qu'on va attribuer à une personne connue ou inventer des faits historiques aussi. Oui, puis aussi, si on demande à l'intelligence artificielle de citer une étude scientifique, elle pourrait très bien nous créer de toutes pièces le titre d'un article, les auteurs, les résultats d'une recherche sans que cette étude existe réellement. Et est-ce que ce serait possible de régler ce problème-là? Mais présentement, le but, c'est même pas d'éliminer les erreurs, mais seulement de les réduire. Par exemple, le PDG de Google, Sundar Pichai, déclarait que personne dans le domaine a encore résolu le problème des hallucinations et qu'il soit même possible de le résoudre, c'est un sujet d'intense débat dans l'industrie. Il y a aussi un expert en IA, Geoffrey Hinton, qui a récemment démissionné de Google, qui prédit qu'on ne se débarrassera jamais du problème des hallucinations. Et donc, c'est pourquoi certains chercheurs comme Sébastien Gams du département d'informatique de l'UQAM et qui fait des recherches au sujet de l'éthique de l'IA, dit qu'il va falloir vraiment sensibiliser les gens au fait qu'un agent conversationnel, c'est pas une source d'information fiable et vérifiée. Mais on sait qu'il y a encore beaucoup de gens qui vont continuer de croire aux réponses de ces robots parce que ces réponses-là, elles sont écrites dans un langage qui est très convaincant. J'ai même lu une étude de l'Université de Zurich qui est parue en 2023. On a pu démontrer que l'information générée par un robot conversationnel est souvent perçue comme plus convaincante que celle qui est créée par un être humain. Et ça, je trouve ça très troublant. Oui, c'est préoccupant parce que ça participe à la mésinformation. Bref, l'IAG, c'est comme un peu un mononcle qui parle avec beaucoup d'assurance, mais dont il faut prendre les affirmations avec un gros grain de sel aussi. Kathleen, autre problème avec l'IA, ce sont les biais. On l'a constaté à plusieurs reprises. Oui, un très bon exemple de ça, c'est en 2014, Amazon a mis au point un logiciel pour analyser les CV des candidats qui voulaient avoir un poste dans leur entreprise. Donc, ils ont entraîné le logiciel avec une banque de données qui contenait le profil de tous les employés embauchés ou qui avaient eu une promotion dans les 10 dernières années. Le problème qu'ils ont réalisé, c'est que le système avait une nette préférence pour les candidats masculins. Mais il y a plein d'autres exemples. On peut penser aux logiciels de reconnaissance vocale qui sont moins efficaces pour traiter les voix féminines ou les voix avec des accents un peu plus rares. On a aussi des applications qui sont utilisées pour analyser des images et déterminer le sexe d'une personne qui sont très, très, très efficaces pour les hommes blancs. Donc, un taux d'erreur très bas là, de 0,8 %. Ouais. Mais lorsque c'est des femmes noires, le taux d'erreur monte à 34,7 %. C'est incroyable. Et en Espagne, on a développé un algorithme d'intelligence artificielle pour prédire le risque de récidive de jeunes contrevenants. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'un homme d'origine étrangère avait 2 fois plus de chances d'être incorrectement classé comme à haut risque de récidive qu'un homme d'origine locale. Ça aussi, c'est préoccupant. Et comment on explique l'existence de ces biais? Bien, encore une fois, c'est que la grande majorité des logiciels d'intelligence artificielle sont entraînés avec une énorme quantité de données. Et donc, dans ces données-là, on peut retrouver des biais, des stéréotypes et des préjugés qui s'y sont glissés. Donc, dans le cas du logiciel d'Amazon, le biais négatif envers les femmes, ça reflétait en fait les tendances d'embauche de la compagnie dans les dernières années.
le logiciel avait été entraîné avec des profils d'employés qui étaient presque exclusivement masculins. Et est-ce que les biais des programmeurs peuvent aussi jouer? Oui, mais des biais, on en a tous, puis on s'en rend pas nécessairement compte. Et donc, un programmeur peut en effet mettre en place des règles qui contiennent des biais inconscients. Par exemple, il y a certains logiciels qui permettaient d'analyser des photographies des élus du Congrès américain. Et donc, pour entraîner ces logiciels-là, on utilisait des banques d'images qui avaient été créées manuellement là, par des programmeurs qui avaient associé avec des images des ensembles de mots. Et ce qu'on a remarqué, c'est que dans le fond, ces programmeurs-là avaient tendance à associer des mots qui parlent de l'apparence avec les images féminines, alors que les images d'hommes, c'était plutôt des mots qui étaient en lien avec leur profession ou leur occupation. Mm-hmm. Donc, on voit bien à quel point l'existence des biais peut avoir des impacts importants sur la vie des gens. Ça fait un petit peu peur aussi. Ça démontre aussi l'importance d'avoir une réflexion sur l'encadrement de l'IA pour que les considérations éthiques se retrouvent à toutes les étapes du développement de ces applications. Dans les exemples qu'on a donnés précédemment, les erreurs, disons, étaient accidentellement créées par l'IA. C'était le résultat, dans le fond, de problèmes au niveau de la conception de l'IA. Mais on peut aussi utiliser l'intelligence artificielle pour créer volontairement des fausses nouvelles. Oui, bien, il y a une plateforme de lutte contre la désinformation qui s'appelle NewsGuard. Et cette plateforme-là, elle a repéré 739 sites qui publient des articles entièrement écrits par des intelligences artificielles. Et le but de ces articles-là, c'est de faire des fausses nouvelles. Donc, c'est des articles qui contiennent des affirmations fausses, entre autres à propos de certains dirigeants politiques. Par exemple, en décembre, le site DC Weekly, qui appartient à un ancien soldat américain qui vit maintenant en Russie, écrivait que le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, avait fait l'acquisition de 2 yachts d'une valeur de 75 millions de dollars américains, ce qui était complètement faux. Mais ça ne se limite pas là, aux politiciens. On peut avoir des fausses nouvelles sur des faux avis de décès de certaines célébrités ou des événements là, complètement inventés. Et on peut aussi créer des fausses images. Oui, on en voit beaucoup dans les dernières années. Donc, par exemple, le pape dans un manteau blanc un peu fashion ou Donald Trump en état d'arrestation ou même en prison. On a vu Emmanuel Macron dans un bain de boue aussi. Et la majorité du temps, c'est des images qui sont générées par la dernière version d'une intelligence artificielle qui s'appelle Midjourney. Donc, elle fait pour les images la même chose que ChatGPT fait pour le texte, c'est-à-dire créer quelque chose à partir d'une requête là, très simple. Oui, il y a aussi des outils pour faire de la vidéo comme Sora ou Grok, le robot conversationnel du réseau X. Il y a vraiment énormément de clips qui ont été créés grâce à cet outil récemment qui sont devenus très viraux. Dernièrement, on voyait, par exemple, Trump faire un vol à main armée dans une épicerie. Entre autres, il y avait aussi Kamala Harris qui arrivait dans le même commerce avec un AR-15. C'était des outils qui étaient très faciles à utiliser et c'est plus facile qu'autrefois que de créer des faux contenus, d'ailleurs. Bien oui, parce que modifier une image avec Photoshop, c'est quand même un travail complexe qui nous prend un certain temps, mais des outils comme DALL-E ou Midjourney, ça peut générer des images à partir de seulement quelques mots-clés. Mm-hmm. Et d'ailleurs, il y a tellement une prolifération d'images générées par l'IA en ce moment qu'on a créé un terme pour ça, ça s'appelle le SLOP. Ce qui veut dire Scary Looking Online Photo. Des photos qui font un petit peu peur. Et donc, ces images étranges, elles arrivent sur toutes nos plateformes, Instagram, Twitter, Facebook. Donc, Kathleen, pour l'instant, on peut repérer généralement les photos qui sont générées par l'IA, les vidéos aussi, car elles comportent des petits défauts. Oui, mais c'est toujours un peu les mêmes défauts, là. Donc, par des objets qui défient les lois de la gravité, des inscriptions qui sont incompréhensibles, des ombres ou des reflets pas très réalistes ou même des mains qui ont 6 doigts. Oui, en effet. Et pourquoi c'est encore comme ça? Bien, c'est que l'intelligence artificielle, ce qu'elle voit, c'est des pixels. Elle les comprend pas. Tout ce qu'elle fait, c'est faire des prédictions sur quel pixel devrait se retrouver à côté de quel autre pixel. Donc, ça marche très bien pour un visage qu'on retrouve sur des millions de photos, comme celui du pape, par exemple. Mais lorsqu'il faut faire une main qui peut être
parfois fermée, parfois ouverte, à moitié cachée, un peu floue. Là, c'est beaucoup plus difficile de prédire avec justesse. C'est la même chose avec la profondeur. L'intelligence artificielle voit bien la longueur et la largeur des objets, mais lorsqu'on ajoute une troisième dimension, c'est tout de suite plus difficile. Par exemple, il y a une intelligence artificielle qui a correctement reproduit un parasol qui était tenu par le pape sur une plage, mais quand on regardait comme faux, on voyait que le parasol était planté dans le ventre du pape. Donc, ces défauts-là, on peut les reconnaître facilement, mais inévitablement, ça va s'améliorer. Là. Les programmeurs travaillent là-dessus. Vérifier si une affirmation est vraie ou fausse, la fiabilité d'une source, dégager l'effet des opinions, ça peut prendre beaucoup de temps. Certains informaticiens prétendent aujourd'hui que l'intelligence artificielle pourra éventuellement automatiser une partie de cette vérification-là. Est-ce que toi, tu penses que c'est possible? Bien, pour l'instant, c'est encore difficile parce que la vérification de faits, c'est compliqué, oui. Même pour un ordinateur. Donc, si on demande à une intelligence artificielle de vérifier une nouvelle ou un fait, bien, elle doit d'abord chercher dans les connaissances qu'elle a acquises à partir de sa base de données d'entraînement. Mais si c'est une allégation qui est trop récente pour avoir été vérifiée, la base de données lui servira à rien. Par exemple, nous, on a fait le test, on a demandé à ChatGPT 3.5 et à Llama, qui est l'intelligence artificielle de Meta, d'examiner une rumeur que nous, on avait vérifiée récemment. Donc, est-ce que c'est vrai que les grands joueurs d'échecs dépensent 6000 calories par jour? Oh. Donc, nous, notre réponse était non, c'est pas vrai. Mais lorsqu'on l'a demandé aux intelligences artificielles, bien, ChatGPT a répondu que c'était une affirmation qui était hautement improbable, alors que Llama a dit, ben c'est partiellement vrai, mais légèrement exagéré. Donc, on voit que les deux s'entendaient pas, mais dans les deux cas, elles ont inventé des études pour appuyer leur verdict. Mais est-ce qu'on pourrait pas régler ce problème en demandant à l'IA d'aller chercher sur le web plutôt que de rester seulement dans ses données d'entraînement? Bien, il y a certaines applications de vérification de faits qui le font. Mais le problème avec cette approche-là, c'est qu'on assume que toutes les informations qui vont être repérées par Google, par exemple, sont valables, ce qui n'est pas le cas, bien sûr. Et un journaliste, lui, est capable de déterminer une source qui est crédible d'une source qui ne l'est pas. Oui, puis pour donner un exemple de Google qui est contaminé aussi, récemment, des usagers avaient trouvé une recommandation de Google qui suggérait aux gens qui manquent de minéraux de manger une roche par jour, par exemple, ou de faire tenir le fromage sur leur pizza en mettant de la colle. Et ça venait dans le fond d'une blague qui avait été faite sur Reddit. Et donc, l'intelligence artificielle l'avait récupérée là-dedans et proposée comme résultat de recherche dans Google. Et est-ce qu'il y a des scientifiques qui ont évalué l'efficacité de l'IA pour vérifier des faits? Mais ça a été fait en 2023. On a demandé à ChatGPT, à Gemini, qui s'appelait alors Bard, et à Bing AI de vérifier sans allégation qui avait été déjà évalué par des journalistes qui sont spécialisés en vérification de faits. Et donc, les chercheurs ont ensuite comparé le verdict des intelligences artificielles à celui de PolitiFact et Snopes, qui sont des sites de vérification de faits. Et ChatGPT 4 a obtenu le meilleur résultat avec 71 %, mais la moyenne des agents conversationnels était de 65 %. Donc, pour vérifier des nouvelles, c'est quand même une grosse marge d'erreur. Oui. Puis ce résultat-là, il a été confirmé par une équipe suisse qui a fait une expérience très, très similaire et eux étaient arrivés avec un score pour ChatGPT de 69 %. Mais il faut dire que, généralement, les résultats étaient meilleurs pour des allégations fausses, surtout là, quand c'est clairement un mensonge. Les intelligences artificielles avaient plus de difficultés à vérifier les affirmations vraies ou ambiguës. OK, donc on ne peut pas se fier à l'IA pour vérifier les fausses nouvelles et nos réflexes devraient rester les mêmes. Exactement. Donc, les réflexes sur lesquels on insiste depuis quelques années dans nos formations de lutte contre la désinformation sont encore plus importants avec les avancées fulgurantes de l'intelligence artificielle pour créer des fausses nouvelles. Donc, c'est important de garder ces réflexes-là qui sont simplement vérifier la source avant de partager une information. Donc, se demander qui est derrière le compte Facebook, Instagram ou TikTok, qui est derrière cette photo-là. Est-ce que l'auteur s'identifie? Est-ce qu'il a un site web où on pourrait trouver de l'information là, avec une page « Qui sommes-nous » ?
Et puis ensuite, si on a encore des doutes, bien, on cherche une deuxième source parce que souvent, c'est des nouvelles qui sont un peu spectaculaires. Et si c'est le cas, bien, on s'attend qu'il y ait plusieurs médias qui en aient parlé. Donc, on devrait être capable de trouver une deuxième source qui confirme tout ça. Pour les images, bien, on peut aussi se rappeler des petits défauts qu'on a mentionnés tantôt, donc être à l'affût s'il y a des choses un peu étranges sur l'image qu'on voit. Puis aussi, il y a certains outils qui permettent de faire une recherche d'image inversée pour essayer de trouver l'image originale et ça peut nous aider. Mais d'ailleurs, on a déjà écrit des articles sur la façon de procéder là, pour faire une recherche d'image inversée. Donc, je vais mettre les informations dans les notes du balado. En tout cas, tout ça pour dire, Kathleen, je pense que nous ne manquerons pas de travail en tant que vérificatrice de faits. Merci d'avoir été avec nous. Ça a été super intéressant de faire ce portrait-là de la situation avec toi. Oui, puis il y a encore beaucoup de choses à dire à ce sujet-là parce que ça évolue tellement rapidement. On va suivre ça de près. Oui. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le avec vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre balado et de le noter. Ça nous donne un bon coup de pouce. Le Détecteur de rumeurs est une production de Science Presse soutenue par le scientifique en chef et les fonds de recherche du Québec. Journaliste à la recherche et à la vérification de faits, Kathleen Couillard et Ève Baudin. À la réalisation, Claudie Fortier-Saint-Pierre. À la production et à l'animation, moi-même, Ève Baudin. On se retrouve au prochain épisode.